Est-ce que vous allez bien ? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à parler d'un sujet controversé ? Pour commencer, je me suis dit on allait vraiment se mettre dans le bain avant de faire même les présentations. J'ai demandé à l'IA de présenter ce panel. Au début, je voulais carrément qu'il anime le panel tout court, mais je me suis dit que ça allait être un petit peu too much. Bonjour humaine, humain et éventuelle intelligence artificielle dans la salle. Ce panel n'a pas été entièrement généré par IA, mais avouez que ça aurait été impressionnant. Aujourd'hui, pour parler d'algorithmes qui veulent faire des podcasts à notre place, vous êtes entre de bonnes mains. Animé par William Maurer, cofondateur du studio Virage Sonore, studio à l'origine du balado L'imagination artificielle, un balado réalisé avec la complicité de l'IA, ce panel réunit aussi Chloé Sondervorst de Radio-Canada, journaliste et réalisatrice passionnée de culture numérique, et Jean-Sébastien Côté, concepteur sonore et compositeur aux 1000 oreilles. Installez-vous confortablement pendant qu'on tente de comprendre si l'IA est notre alliée créative ou notre futur collègue qui ne dort jamais. Alors, première constatation, vous n'applaudissez pas quand l'IA parle. Donc, je ne sais pas si c'était quelque chose de voulu, mais merci d'applaudir Chloé et Jean-Sébastien qui sont avec nous. Et William. Alors, on a préparé pas mal de sujets. On va essayer de couvrir le plus possible en pas tant de temps que ça. Donc, on va parler relations avec l'IA, le milieu professionnel, qu'est-ce que ça a changé, le public, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd. On va parler de droits d'auteur aussi, on va parler d'éthique, on va même peut-être parler un peu d'écologie. On peut parler un peu de tout et de manière plus large sur le côté création et le côté artistique. Merci d'applaudir Chloé qui est ici avec nous, qui est réalisatrice à Radio-Canada, et Chloé Sondervorst, et Jean-Sébastien Côté qui travaille comme ingénieur du son pour Transistor et qui a fait plusieurs réalisations que vous avez sans doute dû écouter dans la salle. On va commencer dès le départ par écouter un reportage et je vais laisser Chloé réagir après. On est à la bibliothèque Monique Corriveau, à Québec. C'est un magnifique bâtiment avec une architecture étonnante. Une ancienne église rénovée dans une forme aérée et moderne. L'atelier sur l'intelligence artificielle a lieu dans une grande salle tout au fond. Les élèves commencent à arriver. Bonjour. 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 Simon Duguay, enseignant d'informatique et de sciences à l'école secondaire de Rochebelle. Quel groupe on a avec nous aujourd'hui? Alors, quel groupe on a avec nous aujourd'hui? Si vous avez tendu l'oreille, d'après vous, cette narration, est-ce que c'était une narration organique avec la voix que vous entendez en ce moment ou une narration synthétique? Est-ce que, en levant la main, qui est-ce qui pense que c'est synthétique? On est dans une minorité. Qui est-ce qui pense que c'est organique? Je laisse Chloé répondre. La voix qui commençait le reportage était le clone de ma voix que j'ai utilisé dans une émission spéciale justement sur l'intelligence artificielle. On a rencontré des jeunes dans des bibliothèques publiques parce qu'on voulait faire des ateliers d'introduction, d'initiation à l'IA. Et je me suis dit à un moment, j'ai présenté plusieurs reportages. Celui-là, justement, on rencontrait un artiste de Québec qui faisait son clone. Je me suis dit, ce serait intéressant d'utiliser cet outil-là, de voir comment ça fonctionne, puis je m'attendais à travailler fort, à devoir faire des reprises pour avoir quelque chose de réaliste. Et c'était à peu près la première prise qui était la bonne, celle que vous avez entendue au début du reportage. Donc, ça commence avec la voix clonée, puis la question que je pose, quel groupe on a ici? Vous avez peut-être entendu une petite différence. Ça, c'est ma voix. On sent un peu le souffle, un peu l'énergie. Mais la première, c'est un peu un cliché de voix de journaliste qui fait un reportage. Et il a été donc généré avec l'IA. Je vous rassure aussi, quand on diffuse quelque chose comme ça à Radio-Canada, on ne fait pas ce qu'on vient de faire. D'ailleurs, on a une discussion avec William juste avant de monter sur scène. Moi, j'étais comme, je pense que c'est bien d'être transparent, de d'abord le dire. Puis William était, moi, je pense qu'il faut faire un bon spectacle. Et on s'est dit, avec vous, on est entre nous, on va y aller comme ça. Mais à Radio-Canada, quand ce reportage a été diffusé avec mes invités en studio, j'ai dit, voilà, ce que vous allez écouter, ça a été fait comme ça. Je faisais même écouter un extrait de ma voix clonée. On y allait une étape à la fois pour pas prendre les gens par surprise. Par contre, j'étais moi-même prise par surprise par le résultat. Et quand le reportage s'est terminé, puis les invités en studio m'ont dit, j'avais oublié que c'était pas toi, parce que c'est réaliste en fait. Et donc
ça nous fait marcher sur cette frontière fine et trouble, justement, du clonage vocal. Eh oui, je peux vous le faire entendre. Alors, on a beaucoup d'extraits et on n'a pas beaucoup de temps, donc je vous le fais entendre maintenant que vous savez. On est à la bibliothèque Monique Corriveau, à Québec. C'est un magnifique bâtiment avec une architecture étonnante. Une ancienne église rénovée dans une forme aérée et moderne. L'atelier sur l'intelligence artificielle a lieu dans une grande salle tout au fond. Les élèves commencent à arriver. Je trouve ce qui ajoute du trouble aussi, c'est qu'on a des voix du terrain qui se mélangent. Donc, ouais. Moi, je me suis fait avoir aussi, quand elle m'a envoyé l'extrait, je me suis dit, mais pourquoi ? Puis pour l'anecdote, je l'ai fait écouter à ma rédac chef, à mon recherchiste, avant de leur dire. Là aussi, on était entre nous et personne ne l'avait vu. Là. Voilà pourquoi je voulais l'effet de surprise. On va commencer d'emblée. Comment est-ce que vous définiriez votre relation avec l'IA, le grand thème, Jean-Sébastien? Oh my God. J'ai tellement l'impression d'être entouré de 2 spécialistes et moi, je suis comme un kidam à qui on demande son opinion. Non, mais tu trônes, là. Non, mais oui, c'est moi qui est sur le trône. C'est vrai, le président de l'Assemblée. Ben, en fait, on a Stephen Boivin ici, il n'a pas besoin d'un autre président. Ouais, non, en fait, ma relation avec l'IA est un peu étrange, c'est-à-dire que, étant compositeur et musicien, ça me fait extrêmement peur au niveau créatif. Peur et aussi, ça a plein de richesses, on en parlera plus tard, mais dans mon volet ingénieur-son, c'est sûr que pour moi, c'est une gamme d'outils qui simplifie ma vie. Alors, d'un pur point de vue technique et pratique, merveilleux. D'un point de vue philosophique et artistique, c'est plus... questionnable. Oui, exactement. Plus vague. Et éthique, on en parlera tout à l'heure aussi. Chloé? Je suis extrêmement curieuse, en fait. Je veux comprendre c'est quoi cette bibite, comment elle change notre travail, qu'est-ce qu'elle permet de faire aussi en lien avec le public. Fait que ma relation avec l'IA, c'est une relation de curiosité un peu obsessionnelle, de justement essayer de se tenir à jour, de passer beaucoup de temps aussi à tester des outils. Je trouve que mettre les mains dedans, ça nous aide aussi à comprendre à la fois le potentiel et les limites, même si parfois ça implique de vivre des expériences inconfortables. J'essaye aussi de faire un travail de dialogue avec le public à Radio-Canada comme chroniqueuse en culture numérique, créer des espaces dans le fond, comme on le fait ce matin, où on peut se poser des questions ensemble, parce que justement, ça va tellement vite. Puis je trouve que dans la présence, dans le fait de se questionner, de partager des doutes, on peut trouver la bonne façon d'avancer pour nous, qui n'est pas nécessairement celle de quelqu'un d'autre. Dans le fond, chacun, selon son rythme, selon sa mission, peut développer sa relation à l'IA. J'aime aussi avoir cette espèce de recul critique, philosophique. J'ai une formation en philo, donc toutes les questions éthiques, pour moi, sont vraiment importantes, même si on joue et qu'on explore. On va commencer par un premier thème qui est le thème le plus d'actualité parce que vous êtes des professionnels. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on gagne à l'intelligence artificielle? On est ces 2 panélistes et moi j'anime. On utilise aussi à Virage Sonore l'intelligence artificielle, donc de temps en temps je vais sortir un peu de mon rôle de panéliste en donnant aussi quelques anecdotes, mais je priorise bien sûr sur nos superbes panélistes. Qu'est-ce que le milieu pro y gagne, Chloé? Une espèce de démultiplication, en fait. On sait le temps que ça prend de créer un épisode de balado, par exemple. L'IA peut venir faciliter la démultiplication des formats, même dans les langues aussi. L'outil que j'ai utilisé pour le clonage, c'est Eleven Labs, qui est un des outils les plus connus dans ce domaine-là. Et eux, à l'origine, cette compagnie a été fondée, l'histoire est quand même drôle, parce qu'en Pologne, les doublages de films se faisaient à l'époque par une voix. Donc on avait un homme, imaginez les Dents de la Mer, c'est William qui fait toutes les voix sans intonation. Même celle du requin. Même celle du requin. Et donc, les fondateurs disaient, OK, c'est sûr qu'on peut faire mieux. Et donc, l'idée de vouloir cloner, donc amener du doublage aussi, et cette quête d'avoir l'émotion est arrivée de là. Donc, on voit ça maintenant, des gens qui vont utiliser ces outils pour trouver de nouveaux publics, pour produire, faciliter, dans le fond, la production. Ça, je pense que c'est une des grandes promesses qu'on voit, avec les craintes, évidemment, de perte d'emploi et autres, mais parfois, ça permet de développer aussi des nouveaux projets. Mais la démultiplication, l'accélération, ça, je pense que c'est vraiment une tendance de fond.
Au niveau perte d'emploi, justement, on sait que le milieu des techniques de son est toujours un petit peu menacé parce que nous-mêmes au studio, quand on a un nouvel outil d'IA qui arrive, le premier réflexe qu'on a avec Kevin, c'est en se disant « Wow, mais il n'y a plus personne qui va nous appeler ». Mais finalement, on se rend compte quand même, il y a un son IA. Toi, Jean-Sébastien, c'est quoi ton utilisation de l'IA au jour le jour en tant que technicien son? Il y a un côté qui est tout à fait meat and potatoes, là, qui est du nettoyage d'enregistrement. Quelque chose qui existait depuis quand même longtemps avec des espèces de filtres adaptifs pour réussir à enlever le bruit de fond sur des enregistrements ou corriger des clics ou des choses comme ça. Mais depuis l'apparition des logiciels ou des plugins qui utilisent l'IA, c'est sûr que il y a une capacité à focusser sur la voix humaine, parce que c'est ça, disons, l'utilisation principale pour... donc, le logiciel est capable de voir la voix à travers tout le reste. Fait que l'isolation de la voix est bien meilleure. Ça aide vraiment quand on a des prises de son qui sont douteuses. Pour ce qui est du clonage, j'avoue que ma première utilisation de clonage de voix, elle était... d'après moi, pour une très bonne raison. Je travaillais sur un film. Puis il y avait un extrait d'un talking head de quelqu'un qui parle à la caméra puis qui racontait quelque chose. Puis c'était magnifique. On commençait avec le film. C'était quelques secondes de musique. Puis il y avait cet extrait-là, cette citation-là qui durait quelques secondes. Puis la personne faisait une faute de français incroyable. Puis le réalisateur voulait la garder, mais je me disais, je peux pas vivre avec ça. Cette personne-là va être là à la première, enfin, oh my God. Fait que j'ai essayé toutes sortes de permutations pour aller voler des syllabes à gauche, à droite pour corriger ça. Comme on faisait dans le temps. Puis à un moment donné, j'ai abandonné, j'ai dit, je pense que je vais essayer de cloner sa voix. Puis j'avais très peu de temps de cette personne-là, peut-être 30 secondes, puis j'ai dit, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Puis comme c'était juste une petite chose, le logiciel était capable de complètement recréer la phrase avec la bonne liaison. Puis là, je suis allé couper ça. Mais sauf que c'est là, ça ouvre la porte aux questions éthiques. J'ai jamais demandé à la personne s'il était d'accord avec ça. Mon pur point de vue, si j'étais la personne interviewée, j'aurais voulu ça. J'aurais dit oui. D'un autre côté, c'est d'envoyer ces données-là à une compagnie tierce. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Alors, c'est là que j'ai fait « Ah, OK, il y a peut-être une question éthique à ça que je n'avais pas soupçonné au début. » Ça, pour rebondir, on a testé, à la suite de la préparation du panel, on a testé la semaine dernière Eleven Lab et le clonage sur un client qui nous avait envoyé un montage assez douteux, comme tous les gens qui pensent qu'ils peuvent faire des podcasts sans expérience. Et il fallait qu'on retravaille ça, et puis il y avait des mots un peu coupés, et du coup on s'est dit, j'ai dit à Kevin, Jean-Sébastien, il nous avait parlé du clonage, Kevin travaille avec Eleven Lab de temps en temps, et on s'est posé la question, et là pour le coup, nous on s'est dit, on va poser la question au client, est-ce que le client serait ouvert à avoir sa voix clonée? Et du coup, en contre-argument, il nous a dit non. Et il nous a dit non parce qu'il n'était pas à l'aise d'être cloné. Et dans ce cas-là, on l'a écouté. On ne va pas faire de coups de Trafalgar dans le dos des clients. Donc on a gardé le mot. Il prononçait mal le mot litchi, quelque chose d'assez bizarre comme ça là. Puis finalement, on l'a gardé tel quel. Parlons concrètement des outils. Est-ce que tu peux nous parler? On va écouter, tu m'as envoyé quelques extraits d'outils dont tu te servais. Concrètement, pour ceux qui veulent télécharger des plugins ou se mettre vraiment dans l'outil de travail sonore sur l'IA, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? En fait, il y en a plusieurs pour faire de la réduction de bruit, mais ça, il y en a comme plein de plugins compétiteurs. Ils ont tous leurs avantages et inconvénients. Moi, j'utilise quelque chose qui s'appelle DX Revive pour quand on a un enregistrement qui est extrêmement limité dans, mettons, le contenu en fréquence. Alors, si on manque de basse fréquence ou de haute fréquence, le logiciel est capable de regarder l'enregistrement qu'on a puis de calculer, si cette personne-là a cette empreinte vocale-là, naturellement, les fréquences d'en bas devraient être ça, les fréquences d'en haut devraient être ça. Alors, c'est pas toujours parfait, mais dans mon cas, ça m'a servi à plusieurs reprises. Je pense qu'on a un extrait qui donne une petite idée. On a un extrait que tu nous as envoyé, ouais. C'était assez modeste dans mon cas parce qu'on avait eu à peine 7 mois pour se préparer. C'était vraiment une mission où j'ai été obligé de m'entraîner très rapidement. C'était assez modeste dans mon cas parce qu'on avait eu à peine 7 mois pour se préparer. C'était vraiment une mission où j'ai été obligé de m'entraîner très rapidement. Comme vous voyez, c'est pas parfait, mais disons que quand
considérant le matériel original, c'est une grande amélioration. Quand on a ça comme extrait dans un podcast ou une émission de radio, toutes les choses qui se font au téléphone, c'est toujours murder. Puis là, tout à coup, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la compréhension, parce que souvent, quand on écoute la radio dans notre véhicule, mettons, puis on tombe sur quelqu'un qui est au téléphone et tout le temps, tandis que là, tout d'un coup, les choses s'égalisent. Fait que c'est hyper utile. T'as un deuxième extrait avec une voix que les gens connaissent bien. Salut, je m'appelle Julien Morissette, je suis directeur artistique de Transistor Média. Les plus grands souhaits pour la culture en Outaouais, c'est vraiment de rattraper le retard historique qu'on a dans le financement public de la culture. Il est temps qu'on ait des sommes qui nous soient accordées à la hauteur de notre poids démographique au Québec. Et ça, je pense qu'on peut y arriver dans les prochaines années. Salut, je m'appelle J'ai ajouté Morissette, quelque chose. Je suis directeur artistique de Transistor Média et amateur de baseball. Les plus grands souhaits pour la culture en Outaouais, c'est vraiment de rattraper le retard historique qu'on a dans le financement public de la culture. Salut, je m'appelle Julien Morissette, je suis directeur artistique de Transistor Média. Les plus grands souhaits pour la culture en Outaouais, c'est vraiment de rattraper le retard historique qu'on a dans le financement public de la culture et aussi l'obligation pour tout citoyen d'écouter un balado par jour. Il est temps qu'on ait des sommes qui nous soient accordées à la hauteur de notre poids démographique au Québec. Je voulais je voulais juste faire un exercice vraiment rapide hier parce que je voulais partir d'un extrait audio qui est vraiment... c'est pas que c'est pas bon, mais ça a été enregistré dans un contexte particulier. Il y a beaucoup de bruit d'ambiance. Puis je voulais montrer que même, je l'ai fait avec un logiciel, avec Audacity, j'ai fait exprès pour prendre quelque chose de hyper simple, n'importe qui peut prendre ça. Puis je voulais juste montrer que Eleven Labs, qui est dans ce cas-là, que j'ai utilisé pour cloner la voix de Julien, je l'ai dans toutes les versions parce que ça a servi à certaines occasions pour nos podcasts, mais là j'ai vraiment juste mis cet extrait-là que vous avez entendu. Il n'y a rien d'autre qui a éduqué le logiciel. Puis... ce que je voulais montrer, c'est que malgré le fait que l'enregistrement est épouvantable, puis qu'il y a des gens autour, puis que c'est un son qui module constamment, c'est-à-dire que c'est des gens qui parlent, il y a des bruits de verre, des choses. Quand on l'écoute, l'extrait, ce que j'ai rajouté, c'est clair qu'on entend une coupe. Mais malgré tout, le logiciel a réussi à faire un bruit de fond qui ressemble pas mal à ce qui était là. Alors, pour quelque chose de fait en 5 minutes, c'est quand même pas mal. Puis là, le deuxième extrait, je l'ai nettoyé avec les logiciels dont on parlait. Puis là, dans ce cas-là, à part quelques petites choses que quand on connaît la voix de Julien, on sait qu'il ferait pas un mot comme ça. J'ai pris la première itération. Puis ça, c'est l'autre chose avec l'IA, c'est que quand par exemple, tu génères une phrase, dans mon cas, j'ai généré un mot ou 2-3 mots, chaque essai va donner un résultat différent. Puis c'est toujours très impressionnant de voir à quel point il peut partir dans différentes tangentes. Puis là, c'est à moi de faire une sélection qui est pertinente. Mais je vais juste montrer, littéralement, ça m'a pris 7 minutes de faire ça. Alors, si j'avais passé du temps à mieux nettoyer, faire des légalisations, je suis convaincu que j'aurais réussi à faire quelque chose que personne n'aurait entendu ici. Est-ce que Chloé, toi, tu as des logiciels que tu pourrais nous recommander en termes de son, de mixage qui pourraient... Ouais, pour le nettoyage audio, il y a un outil gratuit de Adobe pour améliorer la qualité vocale. Vous le connaissez peut-être, mais c'est vrai que ça peut être super. Jean-Michel y est dessiné la tête. Sound Enhancer de Adobe qui fonctionne assez bien. J'utilise LaLaLa AI que vous connaissez peut-être aussi, qui peut faire de la séparation en fait de pistes. Donc si vous avez un extrait d'une voix avec de la musique qui a été mixée, vous n'avez plus les sources originales. Vous pouvez donc séparer, donc ça permet de remonter la voix sur une autre musique. Mais j'aime aussi, au-delà, parce que là on parle vraiment de production, du travail du son, remonter un pas en arrière et voir quand on est en idéation, quand on est en scénarisation, en écriture, comment un outil, comme un grand modèle de langage peut nous aider sans faire notre travail à notre place, sans faire la recherche à notre place, mais vraiment accompagner dans le côté un peu de brainstorm, de penser. Vous connaissez peut-être Notebook LM de Google, qui a eu pas mal de succès dernièrement. Il continue en fait à développer. Notebook LM, qui connaît? Juste pour avoir une idée dans la salle.
OK, donc ça vaut la peine. C'est un genre de carnet virtuel. Donc, vous pouvez déposer les sources que vous voulez dans votre carnet. Et l'idée, c'est que votre outil d'IA va s'abreuver à ces sources pour répondre à vos questions plutôt qu'aller fouiller dans l'ensemble d'associations qu'il peut faire dans ces données d'entraînement. Donc, c'est comme, on pourrait dire, de l'IA grounded, enracinée. Puis, j'ai fait un test récemment. Je suis en train de préparer un projet de théâtre documentaire justement sur l'IA et dans l'univers du balado aussi. Puis j'ai envoyé mes documents de recherche, des entrevues que j'ai faites, mon premier script de scénarisation. Puis à partir de là, vous pouvez discuter avec votre matériel. Comme quand vous discutez, entre guillemets, avec ChatGPT, quels sont les angles intéressants qui ne se retrouvent pas dans le scénario, dans la version actuelle? Quelles sont les questions que tel type de public pourrait se poser? Donc c'est comme avoir un autre regard, dans le fond, sur le projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez générer des résumés audio. Ils ont développé des genres de petits balados sur mesure à emporter avec deux, entre guillemets, animateurs. Puis ce que je vais vous faire écouter, c'est donc ces deux, entre guillemets, animateurs de Notebook LM qui analysent le matériel que je leur ai confié pour mon projet. Our job is to kind of synthesize those different views, find those aha moments you mentioned without getting totally bogged down. Okay, perfect. Let's unpack this then. Our first key insight, it seems to come from the journalist in your sources. She apparently started digging into digital culture, places like TikTok, and pretty quickly saw this need for, well, more grounded, thoughtful talk about AI, especially things like ChatGPT popping up everywhere. Yeah, and what's really interesting there is her background. You know, coming from public media, right. She brings that kind of journalistic rigor, or tries to, into this fast-moving AI space. Yeah. Donc, vous voyez, c'est comme cet outil d'IA qui est en train d'analyser ma propre démarche, puis il passe à travers comme ça, OK, telle personne avec qui elle a fait une entrevue, il y a ça qui ressort. Puis telle personne, il y a ça. Et ça nous amène à poser telle question. Puis c'était vraiment fascinant d'écouter ça. Puis j'écoutais ça en faisant du vélo pour justement alimenter mon propre processus, ma propre réflexion. Et il y a beaucoup de gens qui vont utiliser aujourd'hui l'audio de cette façon-là. Ça répond à la question que tu posais tantôt. Qu'est-ce qu'on voit comme transformation? L'audio, c'est tellement puissant, on peut l'emmener partout, mais jusque récemment, on était un peu bloqué dans notre utilisation de l'audio parce que c'était long, difficile à produire. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que n'importe qui, avec un outil comme Notebook LM, peut créer de l'audio à emporter sur un cours de maths, sur un texte qui est en écriture, sur ses dépenses mensuelles. Et je trouve que ça pose des questions super intéressantes sur nous, notre rôle aussi là-dedans. Ouais, c'est vrai. Pour conclure sur le professionnel, avant de parler plus sur qu'est-ce que le public y gagne, en tant que technicien, Jean-Sébastien, est-ce que tu penses que les outils IA pour le mixage qu'on a entendu sont quand même assez bluffants, sont une menace pour ton métier? Sûrement. Je vois ce genre d'outil-là comme étant... En fait, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a probablement beaucoup de gens qui vont maintenant pouvoir faire des productions dans leur chambre d'invités ou dans leur garde-robe, puis réussir à arriver à un résultat de qualité. Je pense que le seul danger pour des gens comme moi, c'est qu'on n'aura pas besoin de se référer à des gens comme moi pour améliorer les choses. Cela dit, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, quand on génère des voix synthétiques pour faire de la réparation, par exemple, chaque itération, chaque essai donne un résultat différent. Il faut avoir comme une idée du pacing qu'on devrait utiliser dans un montage audio, quand est-ce qu'on devrait peut-être alléger ci, accélérer ça. Ce genre de sensibilité-là, je pense pas que pour l'instant les outils qu'on a sont capables de le faire, mais je peux être dans l'erreur, je suis pas au courant des derniers développements. Mais cela dit, j'ai l'impression que comme tout, et même dans mon travail de musicien, de compositeur, je sais que de plus en plus, les choses qui sont les affaires basiques, j'en ferai de moins en moins. Puis je vais me concentrer sur des choses qui ont besoin d'une empreinte vraiment personnelle. Je pense que ça va être ça. Pour composer de la musique, je ferai plus de musique qui sert de musique en background, parce qu'il y a quelque chose tu vas pouvoir faire... Puis tu vas avoir la musique en background aussi longtemps que tu veux, ça va marcher, puis c'est bien parfait pour cette utilisation-là. Ça va être la même chose pour le montage sonore, pour
Le mixage, j'ai l'impression que quand on a 2 voix, on va pouvoir peser sur un bouton, puis la compression va être parfaite, ça va nettoyer des choses. C'est sûr. Mais quand on voudra arriver à un niveau supérieur, en tout cas pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a encore besoin d'oreilles humaines. Ça fait quand même un petit peu froid dans le dos, ce que tu viens de dire. Mais, passons au public. L'accessibilité de l'IA en ce moment fait que tout le monde en parle, tout le monde s'en sert. Dans le balado, concrètement, Chloé, qu'est-ce que le public il y gagne ? Un peu comme je le disais juste avant, je pense que c'est intéressant de regarder ce qu'on vit en ce moment sur une échelle un peu plus large, parce qu'on peut être étourdi justement par les nouveautés, comme tu dis, puis ça fait peur, ça peut donner froid dans le dos. Le balado, c'est le médium de l'intime, de la voix. Si je vous parle comme ça, il y a quelque chose de différent qui se crée dans la salle en ce moment. Et ça remonte très loin dans notre histoire. C'est une façon de communiquer, j'ai envie de dire instinctive. Et depuis que le numérique se développe, on communique de façon non naturelle, on pourrait dire, avec des claviers, des écrans. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on arrive dans un environnement avec moins de friction. On peut interagir plus naturellement, justement, avec notre voix, avec des assistants vocaux. On peut créer des résumés audio comme ce que je vous ai fait écouter jusqu'à présent. J'ai l'impression que cette transformation-là, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, du point de vue du public, on passe dans ce qu'on appelle dans le milieu une espèce d'informatique ambiante. Si la voix est l'outil que tu utilises pour interagir avec l'IA, avec ton ordinateur, avec ton téléphone, il y a une fluidité qui s'installe. Puis un balado, comme on le conçoit aujourd'hui, il peut y avoir un côté immersif, mais il peut y avoir un côté un peu figé aussi. Quand j'ai l'habitude de poser des questions pour obtenir une information, comment je vais me sentir si la production qu'on m'offre, un balado, est juste statique, a juste une forme et qu'il n'y a pas d'opportunité d'interaction? C'est une question, vraiment. Ça ne veut pas dire que ça n'existera plus du contenu immersif, mais je pense que ça amène l'opportunité. Est-ce qu'on peut utiliser justement l'IA pour ouvrir des nouvelles conversations avec le public, mieux répondre à des besoins qui seront peut-être plus personnels? Je veux dire, une des grandes révolutions, quand le balado est arrivé, c'était la durée par rapport à la radio. La radio, c'est des segments fixes. Il faut que ça dure 53 minutes 15, parce qu'après ça, il y a le bulletin de nouvelles, les promos. La radio, on était les balados très excités par la fluidité des durées. Mais avec l'IA, on peut démultiplier ça aussi. On vous a préparé une histoire. Combien de temps avez-vous? Combien de temps dure votre trajet pour pouvoir l'écouter? Donc, je pense qu'il y a une grande fluidité. Puis c'est un mot qui circule beaucoup, des contenus liquides, de l'audio, même vers d'autres médias, mais dans la durée, dans ce qui est mis de l'avant. Je crois que la personnalisation va être importante. Et en même temps, on a besoin d'expériences qui nous rassemblent aussi. Et donc, moi, c'est ce qui me rassure, c'est de dire que l'IA peut être un outil au service de cette vision-là, mais on va avoir besoin de gens avec une vision qui vont offrir une cohérence aussi. Peut-être tu disais, je vais peut-être être remplacé ou mon travail va devenir un travail plus de niche, mais peut-être que tu vas avoir à ton service une espèce d'armée d'outils d'IA, puis toi, ton rôle, ça va être de l'orchestrer, donc ton expertise va être d'autant plus importante. Mm-hmm. Ça voudrait dire, par exemple, que demain, le balado de demain, tu serais plus amené à entraîner une IA, quelque part, mettons, hantée. Si tu as envie d'avoir une histoire d'horreur hantée sur mesure, tu serais plus apte à entraîner une IA pour qu'elle puisse donner l'histoire que toi, t'aurais fait? Ou comment est-ce que tu vois ça? Mais je pense que ça va pas être l'un ou l'autre. Puis là, on discute. Là, il y a autant de futurs possibles que d'imagination dans cette pièce. Mais il va peut-être y avoir une certaine perte de contrôle par rapport à une forme figée, une façon de raconter une histoire. Parce qu'on met un peu plus de contrôle dans les mains du public. Après, quand Internet est arrivé, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être une vague justement de contenu interactif, choisis ton aventure, l'histoire dont tu es le héros. En vérité, les gens cherchent pas toujours ça. Puis on dit il y a comme deux attitudes, une attitude un peu lean-in où tu veux être impliqué, tu veux mettre les mains dedans, mais une attitude plus laid-back où tu veux qu'on te raconte une histoire. Et je crois que les deux peuvent coexister, mais on devrait peut-être faire attention à pas juste miser sur un aspect ou l'autre, et de se dire ça peut justement renforcer les liens aussi avec le public. En termes de découvrabilité, rapidement, est-ce que l'IA changerait quelque chose pour toutes les personnes qui produisent des balados? Je
pense qu'on est dans un grand changement de découvrabilité. On le voit en ce moment, la façon dont les algorithmes deviennent un peu les gardiens de l'accès au contenu. Et derrière les algorithmes, évidemment, les compagnies qui les conçoivent et qui les orientent. Fait que l'IA peut aider à la découvrabilité, mais elle peut aussi, je dirais, il pourrait y avoir un renforcement quelque part des inégalités dans les rapports de force. Quand tu vois l'effet d'un Netflix, par exemple, sur tout ce qui est le contenu audiovisuel, mais Netflix, ils ont des armées de scientifiques qui optimisent leurs algorithmes aussi pour nous garder dans cet environnement-là. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'important à surveiller, ouais. On va passer plus sur l'authenticité, la création. On a parlé un petit peu de musique. On a ce point commun d'être tous les deux compositeurs, donc on est un peu impliqué dans tout ce qui fait musique. Et Chloé, pendant qu'on préparait, m'a conseillé d'aller faire un tour sur Suno, et j'ai bien rigolé. J'ai vraiment bien rigolé, et j'ai demandé à Suno donc je lui ai donné le prompt: crée-moi une musique pour un panel à 9h30 sur le balado et l'IA. Les gens qui me connaissent savent que je suis pas matinal. Est-ce que tu fais la chorégraphie? Le soleil se lève sur nos idées folles. L'IA transforme, elle rafle le contrôle. Des mots qui dansent sur un rythme clair. Le balado éclaire l'univers. Lève-toi et connecte-toi. L'énergie monte, écoute la voix. À 9h30, on s'élance. L'IA en balado, c'est la nouvelle danse. J'espère que c'était filmé, ça. C'est incroyable. Ça réveille, hein. On a envie de l'écouter. La vérité, c'est que je l'ai écouté plusieurs fois en entier en me disant wow. Donc, qui est bluffé dans la salle par ce qu'il vient d'entendre là? C'est ça. Donc, il y a personne qui était humain dans cette histoire. La seule chose d'humaine, c'est moi qui ai écrit 7 mots en tout dans le prompt. Et tous les artistes dont le travail a été utilisé pour entraîner cet outil-là. Voilà. Et tous les artistes. Moi-même, je fais la faute, effectivement. Et justement, on va parler de ça. Est-ce qu'on peut créer une œuvre authentique? Où est-ce qu'elle est cette frontière entre justement la création humaine et la création assistée? Est-ce que ce que je viens de faire, c'est de la création ou juste d'utiliser quelque chose pour de la création? Alors, c'est une question qui est débattue devant les tribunaux en ce moment. On va la régler pour vous à Transistor. Non, mais c'est une question immense. Ce que la jurisprudence, on pourrait dire en ce moment, quand on regarde aux États-Unis, il y a beaucoup de contestations justement sur la question du droit d'auteur. Qu'est-ce qui est une œuvre originale / authentique ou pas? C'est justement le degré d'intervention humaine. Si tu as passé beaucoup de temps à contrôler l'outil d'IA pour arriver à quelque chose qui n'aurait pas été possible autrement, il y a une possibilité de protéger cette œuvre. Si tu écris un prompt et que tu obtiens quelque chose, entre guillemets, en appuyant sur un bouton, non. Donc, c'est en train de se définir, tu vois, sur un continuum selon le degré d'intervention humaine, parce que le principe de base, c'est que pour protéger une œuvre, justement, il faut qu'elle ait été créée par une personne. Suno, d'ailleurs, quand on utilise, pour rigoler, c'est gratuit, hein, vous pouvez le faire, mais au moment où vous téléchargez, il vous dit que l'œuvre ne vous appartient pas. Il faut payer pour l'utiliser et il faut être abonné pour pouvoir utiliser. Tant qu'on est abonné, on peut l'utiliser. Dès qu'on l'est plus, je pense qu'on perd les droits. C'est ça. Mais là, en fait, ce qu'on voit, c'est les compagnies qui utilisent le vide juridique pour arriver avec un peu de contrôle au niveau commercial. Mais c'est intéressant de remarquer que Suno Audio existe maintenant depuis un bout de temps. Qui est capable de citer une de ces pièces qui serait devenue virale, qui aurait eu un réel impact culturel. Celle-là. Celle-là, hein, c'est là que ça se passe. Non, mais je regardais sur Deezer, il y a des chiffres, donc une plateforme de streaming, presque une pièce sur 5 qui est générée par l'IA, qui sont attrapés eux, dans leur filtre parce qu'ils veulent pas favoriser ça. Donc, oui, il y a beaucoup de production et en même temps, c'est pas nécessairement ça qui accroche. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à observer aussi. Non? Donc, on arrive à la détecter, en fait. Quand tu parles de dans Spotify, certains Deezer, cas, ils arrivent à détecter. Pas toujours, mais ouais. Ok. Toi, en tant que musicien, qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? Est-ce que tu nous aurais fait les mêmes paroles et les mêmes... ça aurait été vraiment moins bon. Qu'est-ce que ça me fait? C'est drôle. Je suis convaincu que
en tout cas dans mon cas, la création musicale passe par mon incompétence. C'est-à-dire que... Et puis c'est le cas pour plusieurs personnes. Je me rappelle de Laurie Anderson qui disait qu'elle avait essayé de copier une espèce de rythme hongrois, puis elle dit que c'était atroce le résultat, mais c'était tout à fait moi. T'sais. Ça avait rien à voir avec le point de départ, mais au final, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis c'est là que je trouve que ces outils-là, en tout cas pour l'instant, sont intéressants et pas intéressants. C'est-à-dire que j'ai entendu certains styles musicaux, puis ceux qui sont le plus bluffants pour moi, ceux que je dis « wow, je verrais pas la différence », c'est les styles musicaux qui sont hyper formatés, genre le bro country, là. Ça, c'est malade. T'écoutes ça, puis tu dis « je vois pas la différence entre ça », puis du country super commercial de Nashville. Mais c'est parce que déjà, le format de ça est tellement limité que stylistiquement, tu peux aller nulle part sauf ça. Alors, je trouve qu'on est... L'engin est victime... Oh, je sais pas qui est victime de quoi, mais l'industrie musicale s'est mise dans un coin aussi, en formatant la pop d'une façon. J'ai entendu aussi quelque chose que... J'en parlais tout à l'heure, c'était une copie de Billie Eilish, là, c'était ridicule. Je la connais pas assez pour dire si les inflexions étaient parfaites, mais le résultat, pour moi, je disais, ben, des adolescents vont écouter ça, puis c'est pareil. Mais je dis pourquoi ils écouteraient pas ça plutôt qu'un véritable artiste humain. Mais c'est aussi que c'est tellement formaté que... Alors, l'espoir que j'ai, puis ce que je trouve plus intéressant, c'est que quand on va vers d'autres choses, le fait de passer par le filtre de l'humain, qui, moi, j'essayerais de faire une tune comme Billie Eilish, j'échouerais de façon spectaculaire, mais ça donnerait quelque chose d'autre, potentiellement pas intéressant, mais d'autre. Alors, c'est là que je trouve qu'on a besoin c'est ça, de passer au travers de chacun de nos filtres, puis de faire une cochonnerie peut-être, mais c'est la richesse, elle est là pour moi, dans le fond. Mais c'est vrai qu'en testant, dès qu'on commence à sortir du cadre très pop, mais j'entends pop par le rock et tous les mouvements musicaux les plus populaires et très attendus, et là, il n'y arrive pas. On a demandé de la musique électro-acoustique, il comprend rien, il met de l'électro avec de l'acoustique. Il est très binaire et très basique. C'est lié à la façon dont l'outil est construit, c'est-à-dire les données qui sont utilisées pour l'entraînement vont avoir un effet sur le résultat qu'on a après. Par contre, tu pourrais choisir de mettre de la musique qui te fait vraiment triper, qui est vraiment originale, qui est vraiment sous-représentée dans l'espace culturel actuel, puis entraîner ton propre modèle d'IA pour générer quelque chose qui serait différent. Et à ce moment-là, on arriverait à une création mixte et qui serait probablement plus originale qu'en sortant quelque chose d'un outil qui est disponible comme ça, grand public, sans beaucoup plus d'efforts. Là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand même que n'importe qui fait de l'art est souvent motivé par les erreurs quand il est en train de créer. Alors, tu fais quelque chose, c'est pas la bonne note, mais tu fais « Oh! » OK, c'est weird. Puis là, ça t'envoie sur une tangente. Puis là, alors, je me dis, dans ce cas-là, si on entraîne un engin... il faut quand même qu'on soit curateur de ça. C'est-à-dire que l'engin, il faut qu'il fasse des erreurs puis qu'il fasse des choses croches pour dire « Oh, ça, c'est laid, mais pas si laid, dans le fond. » Fait que c'est là que j'ai espoir que ça revient toujours à quelqu'un qui va réussir à faire tourner le volant un petit peu à gauche ou à droite. Mais je sais pas si c'est optimiste de ma part ou naïf. C'est le fait qu'on se trompe qui fait qu'on est humain, en fait, finalement. Exactement. Toi, Chloé, dans le journalisme, dans ta pratique au jour le jour, qu'est-ce que la création par IA a changé ? Je pense que ça nous ramène aux fondamentaux, c'est-à-dire pourquoi on fait ce qu'on fait, à quoi ça sert du journalisme, à quoi ça sert un balado aujourd'hui, vu que c'est si facile de reproduire une espèce de caricature. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on voit la caricature? Il y a une expérience que je trouvais intéressante dans ce sens-là qui a été menée par l'équipe de l'émission Les Pieds sur Terre. Ils ont en fait envoyé dans un outil d'IA des milliers de scripts de leur propre émission. C'est une émission de reportage, des histoires très humaines, très incarnées. Et ils ont essayé de voir si on monte un outil d'IA pour recréer un épisode des Pieds sur Terre, à quoi ça ressemblerait. On peut écouter l'extrait. On a l'extrait. Ouais. Ce jour-là, je prenais la benne comme d'habitude pour monter au refuge. Il faisait beau, c'était une journée normale. Puis d'un coup, tout s'est arrêté. La cabine s'est immobilisée au milieu du vide.
Au début, on ne s'inquiétait pas trop. Les pannes, ça arrive. Mais les minutes sont devenues des heures. On était 6 dans la cabine. Il faisait de plus en plus chaud. L'angoisse montait petit à petit. Le vent s'est levé. La cabine a commencé à se balancer. J'ai eu peur, vraiment peur. Pour la première fois de ma vie en montagne. Alors, cette histoire, ça s'appelle Les naufragés du téléphérique et ça raconte l'histoire d'une jeune femme, comme une guide de montagne, qui se retrouve coincée donc, dans ce téléphérique avec d'autres personnes pendant des heures, qui finit par survivre, mais ça lui cause un traumatisme profond. Puis ensuite, c'est toute l'histoire de la reconquête de son amour avec la montagne. Donc, tout ça, le script, la voix a été généré en utilisant l'IA avec l'équipe de l'émission autour pour arriver à la production finale. Moi, quand je l'ai écouté, je me souviens, je ne savais pas que ça avait été généré avec l'IA. J'étais comme, cette narration est comme un peu maladroite, mais tu sais, ça se peut, quelqu'un qui a jamais fait de micro, puis qui a un texte, qui lit son texte, et l'histoire était tellement émouvante qu'en fait, elle m'a touchée. Puis ensuite, ils ont expliqué la démarche, et ce que j'ai trouvé très intéressant dans leur démarche, c'est que pour eux, c'était un miroir grossissant de tous leurs clichés, des clichés de l'émission. Il faut que la personne se confie, il faut qu'il y ait du drame, il faut qu'elle affronte un obstacle, tu sais, la quête, là, puis quand on écrit nos scénarios, on cherche ce drame-là. Et l'animatrice disait que ça la faisait réfléchir à comment, justement, ne pas tomber dans la facilité quand on fait notre métier. Et elle disait aussi que la grande distinction par rapport à ça, c'est la relation de confiance avec l'auditoire. Elle dit, quand on vous raconte une histoire, on s'engage auprès de vous. Les personnes qu'on a rencontrées existent, elles ont vécu ce qu'elles vous racontent. Et ça répond à ta question, William, sur ce que ça change. On a des outils, mais cette relation de confiance est tellement, tellement précieuse. Moi, je trouve que c'est un appel, justement, à l'honorer. Et dans un monde où il y a tellement de contenu qui peut être généré, c'est peut-être quelque chose qui peut distinguer aussi, c'est la voix d'une personne. Quand je vais écouter ta production, quand je vais écouter ton balado, quand je vais écouter Julien qui nous raconte Hanté, c'est parce que c'est sa voix à lui que je vais chercher, finalement. Au niveau... en gros, pour conclure un peu cette partie-là... qu'est-ce qui a été perdu et qu'est-ce qui a été au contraire gagné de l'utilisation justement de l'IA en création ? On est en train d'essayer de répondre à cette question-là, je pense. Et par les décisions qu'on prend, on choisit ce qu'on gagne ou ce qu'on perd. Je pense que ce qu'on risque de perdre, c'est un peu le contrôle. Puis je reviens à ça. Parfois, quand on entend le mot IA, on pense à la technologie, à l'espèce de bibite qui nous fait peur. Mais c'est vraiment de penser aux humains derrière qui déploient les systèmes. Ce qu'on risque de perdre, en fait, c'est du contrôle sur nos propres outils de production, sur nos propres canaux de diffusion. Et ce débat-là, il va se régler beaucoup sur la scène politique, sur les alliances qu'on fait aussi pour créer un écosystème qui soit vivant. Fondamentalement, la création, je pense que je ne suis pas inquiétée pour l'acte créatif comme tel. C'est plus avoir un écosystème dans lequel cet acte-là peut vivre. Il y avait un texte d'opinion super intéressant ce matin dans Ars Technica qui disait « Protéger la créativité humaine comme une ressource naturelle ». Je trouvais le parallèle intéressant parce que la technologie peut potentiellement produire à l'infini toutes sortes de contenus, toutes sortes de formats. Nous, on a nos limites biologiques, on a nos limites physiques aussi. Comment on fait pour avoir un écosystème dans lequel ça, c'est protégé? Ça va se jouer par 1001 décisions. Là. Est-ce qu'on risquerait pas d'arriver aussi dans une uniformisation un petit peu, même au niveau musical? On en parlait, Jean-Sébastien. J'en suis convaincu. C'est sûr que en fait, ce qui me comment dire, j'ai peur qu'on perde j'espère juste qu'on va comme redévelopper un goût pour les choses étranges par le fait de se faire confronter à des choses qui rentrent dans... Parce que pour l'instant, ce qu'on voit avec les modèles qu'on a, c'est des choses qui reproduisent ce qui existe. Alors, pour revenir à l'idée de ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans différentes directions, mais à l'extérieur de ces modèles-là. Alors, qu'est-ce qu'on perd? Probablement l'uniformisation d'un style de production. Qu'est-ce qu'on gagne? Probablement peut-être l'envie de sortir de ça. Je ne sais pas si ça va être ça. Je ne sais pas si on est
je sais pas, rassuré par un certain style de production. Ou des fois, je regarde, je suis vieux, alors j'ai des références à des styles musicaux des années 70 ou 80 que je me dis, jamais ça pourrait fonctionner maintenant avec la distribution qui existe, mettons, les émissions de radio, le formatage. Alors, je me dis, est-ce qu'on va retourner à ce genre de choses-là pour d'autres formes de discours? Est-ce qu'il y a les podcasts vont aller dans une autre direction? Est-ce que ça va être beaucoup plus créatif, beaucoup plus formaté parce qu'on est confronté à des choses qui sont plus... J'ai aucune idée. Je suis juste curieux, en fait. Ouais, en fait, je pense qu'un des risques, c'est de se poser les questions à partir de juste ce qu'on voit maintenant ou de juste ce qu'on voit comme un Suno qui est vraiment un peu un McDonald's de l'IA musicale. C'est facile d'aller là, tu ressors rapidement avec quelque chose. Est-ce que ça va te nourrir longtemps? Pas sûr. Mm-hmm. Par contre, tu peux développer autrement les outils. On parlait de l'importance du travail des artistes, les données d'entraînement des systèmes. Il y a des compagnies qui développent des modèles d'IA en collaboration avec les artistes, en rémunérant les artistes aussi pour les données d'entraînement. Donc déjà ça fait une différence. On peut penser à de l'IA open source qui est moins coûteuse aussi au niveau environnemental. Ça ressemblerait quoi un modèle d'IA créatif développé en Outaouais? Moi, j'aimerais le savoir. Mais pour ça, il faut qu'on les prenne en main, les outils aussi, et qu'on arrête de juste prendre ce qui sort de la boîte et qui est créé par des entreprises qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs ou la même sensibilité que nous. Je crois que c'est possible de développer une IA qui nous ressemble. C'est sûr qu'il faut se mettre en mouvement vers ça aussi. Là. C'est vrai parce que pour moi, je me vois vraiment comme un consommateur de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que les compagnies me présentent, qu'est-ce que je peux faire avec ça, tandis que si on peut avoir une implication au niveau du développement de ces logiciels-là, ça change tout. Donc. Puis quand tu vois les artistes, que ce soit dans la création sonore ou visuelle, qui vraiment s'impliquent aussi, qui cherchent des façons originales de créer avec l'IA, souvent c'est vers là que ça va aussi. Là. Tu le mets à ta main. Mm-hmm. On va passer sur l'enjeu éthique et droit. J'avais un extrait que je voulais faire écouter du balado qu'on avait produit avec Virage Sonore. Il est un petit peu long, donc je vais sans doute le couper au milieu parce que le temps file. Mais en gros, pourquoi j'avais choisi cet extrait-là? Pour faire la transition entre les deux, parce que déjà, on a voulu faire ce balado en 2023, donc l'IA était beaucoup moins avancée. Avec tout ce que vous avez écouté jusqu'à présent, vous allez vous rendre compte un petit peu de l'avancée en juste 2 ans. On a l'impression qu'on a des robots qui jouent. Et en fait, cet extrait-là était particulier parce qu'en gros, on avait mis le script en prompt. On avait mis le script de Star Wars. Et on s'est dit... Qu'est-ce que ça va faire? Et je vous laisse écouter un tout petit extrait. C'est pas le bon extrait. Sombre et sinistre, avec des échos effrayants pour renforcer l'effet de menace. Ça, c'est pas une IA, c'est moi. Oh. L'ombre des ténèbres. Oh, c'est pas mal ça. L'ombre des ténèbres. Ah ouais. L'ombre des ténèbres. Il est bon, ouais. Ouais, très très bon. Donc, la musique est faite par IA. L'artefact est juste devant nous. Je ne sens rien de bon. On devrait partir d'ici. Il est trop tard. Je vois des vaisseaux approcher. C'est l'ombre des ténèbres. Nous sommes cernés. Tenez bon, nous pouvons les battre. Waouh, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Nous sommes en sous-nombre. Nous devons battre en retraite. Ouais, c'est bien de battre en retraite quand on a le choix. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous sommes si proches. Vous êtes entourés. Abandonnez l'artefact et vous pourrez vivre. Nous ne céderons pas. On va s'arrêter là. Après, il y a, pour vous résumer ce qui se passe après, c'est qu'après, au lieu de dire je suis ton père, il dit je suis ton frère. Et donc, ça nous amène sur cette partie un petit peu enjeu juridique. Donc, on l'a vu jusqu'à présent, l'IA peut imiter des voix, peut imiter des styles, peut imiter même des personnalités. On a vu ce qui s'est passé avec quelqu'un qui a piégé une personne en se faisant passer pour Brad Pitt. Même si pour beaucoup d'entre nous, on s'est dit, bah, moi je serais pas tombé dedans, mais c'est toujours possible. Où se situe cette limite entre l'inspiration et le plagiat ? Je sais qu'on en parle un petit peu, mais en termes de droit par rapport à se servir de ça. Je reviendrai un peu à ce que j'ai dit tantôt, là, sur le fait que c'est en train d'être discuté en ce moment. Un style est difficilement quelque chose qu'on peut protéger en termes de droit d'auteur. Donc,
dans ce cas-ci, c'est un exercice plutôt ludique. Ce qu'on veut, c'est avoir une forme qui est originale. Mais ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire? La seule chose que j'ai à ajouter, c'est pour revenir à mon idée de filtre, c'est-à-dire que les styles, on les intègre, on les comprend, on les analyse à titre personnel, puis il ressort d'autres choses. J'ai entendu quelque chose du président de Spotify qui était ridicule, qui disait « Ah, mais de toute façon, tous les styles musicaux dont les engins d'AI écoutent certains styles musicaux, puis ils génèrent d'autres choses. Un humain fait ça. » Donc, il comparait ça. C'était la même chose pour lui qu'un outil d'analyse qui reproduit quelque chose versus la compréhension humaine de quelque chose, puis la façon d'ingérer tout ça, puis de le recracher. J'étais comme, voyons, c'est absolument pas le même processus, puis il comparait ça. Donc, pour lui, il y avait absolument aucun problème à ce que certains engins ramassent toutes sortes de musique pour pouvoir en recréer. J'étais comme... En tout cas, pour moi, c'était d'une évidence que c'était pas du tout la même implication artistique et philosophique et légale. En tout cas, j'étais juste mystifié de ça. Mais il faut dire que celui de Suno, c'est ça? Ouais. Lui, il a dit que, malheureusement, je vais sûrement très mal citer l'extrait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui disait que les outils comme ce que sa compagnie offre, c'est super, parce que dans le fond, les musiciens, ils n'aiment pas vraiment ça, faire de la musique. Ça les aide. C'est comme, OK, c'est intéressant. En termes de désinformation, vu que tu es journaliste, on voit les risques. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? J'adore la désinformation. Je pourrais répondre ça. On est pro. Alors, absolument. C'est une réalité qui préexiste, l'IA, dans le fond, la manipulation de médias, manipulation d'opinion. Oui, ces outils-là peuvent accélérer, peuvent faciliter les choses aussi, mais je me demande si, quelque part, on n'arrive pas tranquillement, puis avec des passages douloureux, mais à un peu plus de maturité collectivement dans notre relation avec la technologie, en se méfiant tous un peu plus, finalement. Il y avait quelque chose d'un petit peu absurde, peut-être dans l'idée que Facebook pouvait être un endroit où on pouvait exprimer nos pensées comme sur une tribune où on s'adresse au monde, tu sais. Donc, ce qu'on observe en ce moment, c'est un repli vers des plus petites communautés, des liens aussi privilégiés avec des personnes, et je reviens à la confiance des personnes en qui on a confiance, donc soit des gens qu'on connaît, soit des créateurs de contenu avec lesquels on établit un lien plus direct. En faisant ça, je pense qu'on est un peu en train de bypasser certains algorithmes ou cette espèce de confusion globale avec une information de qualité très, très, très douteuse. Après, c'est un problème immense. On ne les réglera probablement pas ce matin. Mais je mettrais vraiment l'IA comme un ingrédient dans quelque chose de plus large de méfiance par rapport aux institutions aussi. Là. Ouais. Et comment tu penses que les droits d'auteur devraient évoluer pour justement protéger les créateurs face à ces nouvelles technologies? Je pense que honnêtement, il n'y a personne qui le sait encore en ce moment. Et ce qu'on voit quand même beaucoup, plutôt que vouloir créer ou modifier les droits d'auteur, c'est en fait s'assurer que ceux qui existent déjà sont déjà respectés. Il y a encore une fois un espèce de rapport de force qui se fait, mais le droit qui existe offre déjà quand même certaines protections par rapport à ça. Puis je ne suis pas une spécialiste de ce domaine-là, mais c'est ce qu'on entend beaucoup dans les discussions à ce niveau-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être des robots ou des outils, justement, une IA qui va détecter l'IA, tu vois, un petit peu, pour essayer justement de se protéger. C'est la boucle infinie. On va parler d'un sujet peut-être un peu plus sensible. Je pense que ça prend une conférence en entier, mais on a vu les starter packs. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui l'ont fait. Vous n'êtes pas obligé de lever la main, on ne vous jugera pas. Ou tout ce genre de trends qui peuvent arriver. On s'est rendu compte, même si les chiffres sont pas forcément très concrets, mais on parle de plus en plus de l'impact écologique de l'IA dans les outils de son, parce que je suis quand même allé vérifier un petit peu avant d'en parler. Dans les outils de son, si c'est par exemple directement sur son ordinateur comme les plugins, vous inquiétez pas, ceux qui veulent utiliser l'audio, vu que c'est pas connecté à Internet et à plusieurs serveurs, c'est pas ça qui va détruire la planète. Il y a d'autres choses pour le faire très très bien, et notamment ChatGPT et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle humaine pour limiter cet impact-là?
Il y a toujours la question, quand on parle d'environnement, de l'échelle individuelle versus l'échelle collective. Fait que oui, il y a des choix à l'échelle individuelle de réfléchir avant de faire une génération de sons ou de balados avec notre bouc LM quand je le montrais. Mais on peut aussi amener notre échelle individuelle à l'échelle collective en demandant plus de transparence de la part des compagnies qui développent ces modèles, parce qu'actuellement, il y a une grande opacité. On n'a pas, dans beaucoup de cas, de chiffres précis sur la consommation d'une phase d'entraînement ou de l'utilisation d'un tel type de fonctionnalité. Donc, il y a des chercheurs en ce moment qui poussent pour ça. Puis c'est là que l'échelle politique aussi devient importante, mais comme dans toutes les questions en environnement, justement, pour avoir un encadrement qui a du sens, là. J'ai pas d'opinion arrêtée là-dessus, dans le sens où je trouve ça toujours drôle. Il y avait le CEO de ChatGPT qui disait que le fait de dire s'il vous plaît et merci augmentait, je sais pas combien, la consommation d'électricité de leur serveur. Mal poli avec l'IA. Oui, c'est ça. Mais d'un autre côté, j'avais le goût de dire, moi, quelques fois que j'ai essayé des choses en générant des images, il a fallu à peu près 45 essais pour dire non, mais il y a 4 personnes dans l'image. Il m'en sortait 8, 14, 2, 9. C'est comme si je travaillais là-dessus, ça pourrait tirer moins de jus peut-être, mais bon, facile pour moi de dire ça. Je pense que le point important, c'est de ne pas comprendre quand on fait notre exercice ludique de faire un starter pack ou de faire une image dans un style d'un cartoon de notre famille, de ne pas savoir qu'est-ce que ça représente dans le fond. Tandis que quand je le fais sur mon ordinateur, comme tu le disais, avec des choses on-site, ben là, tu sais pertinemment ce que tu consommes. Là, c'est comme de la pensée magique. C'est sûr que comme individu, c'est très difficile de juger ça. Je veux dire quelque chose de plate, mais c'est parce que parfois, on met vraiment la lumière sur quelque chose de précis. Genre, oui, quand vous générez un starter pack, pensez à l'impact environnemental, mais l'impact environnemental de changer votre téléphone est comme des centaines, voire des milliers de fois plus grand que générer un starter pack. Donc, il y a quand même encore... On revient à l'importance de l'information aussi là-dedans, là. On va enchaîner, tu m'as donné 4 courts extraits, on va parler un petit peu l'avenir du balado. On a vu où est-ce qu'on en était, on a vu très brièvement de là où on vient, mais là maintenant on va regarder vers là où on va. Est-ce que tu veux nous présenter les extraits? Oui, en fait c'est des modèles de génération de voix qui sont sortis dans les dernières semaines et qui montrent le chemin qui a été fait tout récemment. Le premier, c'est une compagnie qui s'appelle Sesame, qui se spécialise de ce qu'ils appellent, on pourrait dire, des voix conversationnelles. Donc, traditionnellement, quand on fait du text-to-speech, on part de l'écrit, puis on va amener ça au vocal, en essayant d'avoir une voix réaliste, en essayant d'avoir des inflexions émotionnelles, mais eux essayent d'avoir un modèle qui, dès le départ, va travailler avec le son pour avoir un rendu encore plus naturel. Ce que vous allez entendre, c'est une interaction entre l'animateur d'un balado et une de ses voix de synthèse. Elle s'appelle Miles. C'est un jeu de rôle. Donc, l'animateur dit à Miles, en fait, il joue un peu le rôle d'un parrain de la mafia qui vient lui mettre la pression pour lui extorquer de l'argent. Et vous allez entendre l'interaction entre les deux. Et faites attention au moment de superposition, comment ça se fait en temps réel. Donc, ça n'a pas été écrit. C'est une interaction comme on pourrait l'avoir en ce moment. Écoutez comment la voix générée avec l'IA réagit rapidement aux indications qui sont données par l'animateur de balado. And you know what? You're not going to tell anybody because you have been doing super illegal things across the board, and I know. And you're going to keep paying me, and I'm not going to work here anymore. You're kidding me? Embezzling? For 4 years, you think you can just waltz in here and threaten me? You got some serious nerve, punk. You think you're the only one with skeletons in the closet? Ooh, tell me your skeletons, because I know them. You better tell me some skeletons. What do you got? You think you know? You think you know everything? You're just a cog in the machine, kid. A replaceable one at that. Oh, no, you're not going to replace me because I know what you did in Malta in 2027. Malta? 2027? What are you babbling about, you little worm? Donc là, il y a l'IA qui traite l'animateur de balado de petit ver de terre. Mais tout ça, donc, se fait en temps réel. Donc, vous imaginez, moi, j'aime penser comme outil créatif d'avoir des espèces de dialogues comme ça ou comme outil de brainstorm, mais faire du jeu de rôle avec une voix de synthèse qui peut réagir si rapidement. Quand Sesame a lancé ce modèle, il y a eu un gros effet quand même de réaction, justement, parce qu'on voyait la qualité qui avait augmenté. Et puis, cette semaine, en fait, c'était mardi, il y a une autre
toute petite compagnie, et quand je dis toute petite, c'est 1 personne et demie, qui a sorti un nouveau modèle qui s'appelle Dia, qui est capable de faire quelque chose qui n'était pas encore possible jusqu'à présent. Ajoutez, si vous écrivez la toux, le modèle va tousser. Je vous fais écouter ça. Hey there. Why did you just cough? Why did you just sniff? Why did you just clear your throat? Why did you just laugh? Nicely done. Donc tout ça, c'est synthétique. Ça part d'un texte où on écrit tout, le modèle tout. Et le dernier exemple, pour justement générer de l'émotion, on va vous faire d'abord écouter 11 Labs, dont on a beaucoup parlé, avec un scénario. Donc ouais, d'abord 11 Labs et ensuite Dia, justement, pour comparer. Oh, fire! Oh my goodness! What's the procedure? What do we do, people? The smoke could be coming through an air duct. Oh my god. Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure? Everybody stay fucking calm. Donc c'est comme des mauvais Everybody acteurs. fucking calm down. No! No! If you touch the handle, if it's hot, there might be a fire down the hallway. Et maintenant, le nouveau modèle. Oh, fire! Oh my goodness! What's the procedure? What do we do, people? The smoke could be coming through an air duct. Oh my god! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Everybody stay fucking calm. Everybody fucking calm down. No! If you touch the handle, if it's hot, there might be a fire down the hallway. Et moi, si on me fait écouter ça et qu'on me dit pas que ça a été généré à partir d'un texte, je sens l'émotion qui monte. Il y a là. même le pop de la voix là, qu'on entend. Ouais. Et donc là, ce qui fait la différence, encore une fois, c'est les données d'entraînement. Dans ce cas-ci, ils ont scrappé, comme on dit, plein de voix qui ont été prises sur le web, donc de façon non autorisée. On revient à l'importance des questions légales dont tu parlais. Il y a des gens qui ont dit, il me semble qu'on reconnaît la voix de l'animateur de Planet Money. Donc, tu sais, ça soulève des questions, mais est-ce qu'on peut, et ce modèle-là, il est disponible en open source, donc quelqu'un pourrait choisir d'utiliser des voix d'artistes qui ont été payés pour ça, des voix locales, pour générer quelque chose qui pourrait servir peut-être dans un projet créatif, peut-être pour faire une version plus courte d'un balado, pour amener un texte que vous avez écrit à l'audio. Donc la possibilité est là, mais qu'est-ce qu'on veut en faire ? Pour terminer, parce que je pense malheureusement qu'on n'aura pas le temps aux questions du public, on est trop bavard, désolé. Il y a une petite demi-heure, on va prendre du café, n'hésitez pas à harceler Chloé de questions. Ou on négocie. Si les boss sont dans la salle, si vous avez envie d'une période de questions, si on peut, je sais pas. Je suis un peu rebelle. On verra. Pour l'instant, ma dernière question, on est dans l'avenir. Est-ce qu'il y aurait une application ou quelque chose qui n'a pas encore été créé, que vous aimeriez qui existe avec l'IA, Jean-Sébastien ? Moi, c'est d'un ennui profond. C'est vraiment pas quelque chose d'excitant. Mais j'aimerais vraiment avoir un bon outil de quality control en audio. C'est-à-dire qu'après avoir fait le mixage puis le montage d'un balado, passer ça dans un engin puis qui détecte les petites choses, par exemple, au niveau mixage, on peut remonter une syllabe ici ou enlever un clic là, autre chose. Ça changerait ma vie parce que quand tu fais 35 minutes de musique ou de balado, faut que tu l'écoutes après. Quand il y a plusieurs itérations. Travaille plus du tout. En fait. Voilà, c'est ça exactement. Non mais moi je l'écoute jamais, je l'envoie aux autres. Mais c'est tout à fait ennuyeux que j'en suis conscient, mais c'est un outil qui m'aiderait beaucoup, j'avoue. Toi, Chloé? Je trouve que c'est une super bonne question parce que je pense qu'avant de développer quelque chose avec l'IA, il faut vraiment se demander c'est quoi le problème que j'essaye de régler. S'il n'y a pas de problème, peut-être qu'on n'a pas besoin non plus de changer la façon de faire. Donc, quel est le problème? Comment on peut aller chercher une autre façon de l'aborder? Moi, la première chose à laquelle je pensais, c'était quand je prépare une feuille de route d'émission, quand il faut faire la déclaration justement de droits musicaux, parce que c'est important. Il y a tout un aspect, ça prend du temps, on rentre des données à l'écran. C'est pas la partie la plus créative de mon travail. Et ça, je pourrais facilement imaginer que ce soit automatisé si l'IA arrive à percer la complexité des systèmes informatiques à Radio-Canada. Ça va prendre une IA next level. Il y a des limites quand même. Mais sinon, je passe beaucoup de temps à écouter des balados, en particulier quand je me pose des questions. Je trouve que c'est une façon de nourrir aussi mes réflexions. Avoir un outil qui pourrait aller écouter des balados pour me faire comme une sélection, genre, aujourd'hui, tu t'intéresses à ce sujet, voici le point de vue des telle ou telle personne. Donc, pour moi, ce serait comme une façon d'accéder à l'expertise des humains que je veux entendre, mais via l'IA. Donc pour terminer, est-ce que vous pensez qu'un jour un podcast entièrement créé par IA
aura lieu? En fait, ça existe déjà. Ça dépend de quel type de podcast on parle. Mais il y a des balados quotidiens qui sont générés, les scripts sont générés, les voix sont générées, la diffusion est automatisée. Est-ce que ça vaut la peine? Ça dépend de ce que chaque personne cherche. J'écoutais l'imagination artificielle, puis je me souviens de la dernière phrase, c'était que la réussite accompagne vos projets. Puis ça correspond quand même un peu au discours ambiant. C'est quelque chose qui est le fun à se souhaiter, mais j'ai plus envie de nous souhaiter des échecs. Parce qu'on peut apprendre des échecs. Il faut oser prendre des risques pour pouvoir aussi trouver notre chemin. Fait que la curiosité vous accompagne et n'ayez pas peur d'essayer. Je peux pas accoter ça. Comme mot de la fin. Là. Merci à tous. On applaudit Chloé, Jean-Sébastien. Et au plaisir de discuter autour d'un café en attendant le prochain panel.